Salut l'équipe. En amour, comme en NBA, vous le savez, il n'est jamais simple de faire un choix. Savoir se séparer de quelqu'un au bon moment est souvent signe d'intelligence avant que la relation ne devienne toxique. C'est pas moi qui le dis, c'est Britney, pas Britney Greener, Britney Spears. Malgré ce doux message musical de 2004, les Blazers, eux, continuent de s'accrocher coûte que coûte à CJ McCollum, comme David Hallyday s'accroche à l'héritage de Papa. Si Sophie a finalement réussi à faire son choix, je ne pense pas que celui de Portland soit plus compliqué à prendre pour McCollum. Et oui, à l'instant T, dans une rupture, il n'y a jamais de grand gagnant, sauf Rihanna avec Chris Brown, mais je pense que chacun, de son côté, pourra trouver son bonheur. Et oui, c'est aussi ça, gérer une franchise NBA au quotidien. Injuste, diront certains, nécessaire, moi je dirais, si Portland veut un jour offrir à Damian Lillard la chance de jouer des finales NBA. Finaliste de conf en 2019, qui imagine aujourd'hui Portland pouvoir rééditer un tel parcours? Choisir, c'est renoncer, il paraît. Moi, je vois surtout que les Blazers renoncent à progresser. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Alors je vais vous rappeler quelques petits souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez du Docteur d'Enfer avec Mini-Moi? Cette semaine, j'ai Kevin et Mini-Kevin avec moi. Comment ça va les gars? Ouais, tu trouves toujours un nouveau truc. Hein. Mais mec, c'est mon métier, la création comme ça. Dis-moi qui a participé à l'un des meilleurs films et surtout une des meilleures scènes dans la prison. Avec le rap, là. Fantastique. Oh, Mini-Moi, tu es tout pour moi. Oui. On adore ça. Bon, on va pas parler cinéma, évidemment. On va parler NBA. Voilà, donc on est content de te retrouver, Kevin, comme chaque fois, parce qu'on voit dans les commentaires, chaque fois que tu passes, les gens sont ravis de pouvoir avoir le vécu d'un mec de vestiaire NBA. Alors, on a beau regarder beaucoup de matchs, on n'aura malheureusement jamais le vécu de joueur NBA. A priori, non. Donc, toujours un plaisir de te retrouver. D'ailleurs, tu as bien vu qu'on va lancer le sport week-end sur Twitch. Le stream week-end. Et du coup, on va relancer la radio. Il faudra que tu viennes de temps en temps. Le samedi soir, 22h30, minuit 30. De toute façon, tout est fermé pour l'instant, donc tu pourras venir avec nous. Et là, on pourra parler aux auditeurs. C'est un exercice où tu peux aussi être bon. Pas de soucis, petite radio clandestine, moi ça me va. Exactement. Alors, il n'y a rien de clandestin. Donc, je sais qu'en ce moment, tu frôles avec la clandestinité, mais là, pour le coup, tout est officiel. La police est d'accord. La police est d'accord, grave. J'ai une info pour commencer, c'est que Victor Wembanyama n'est plus le prospect numéro 1 en NBA. Vous vous souvenez, tu vois qui c'est, Victor? Bien sûr. Alors, il est considéré comme le prospect numéro 1 en NBA. Ah ben, ce n'est plus le cas depuis le 28 avril au soir, après minuit, car le petit Liam Brun a pris cette passe maintenant. Donc félicitations à Laetitia et Steph Brun. Le petit Liam Brun qui va pas le rester longtemps. On embrasse évidemment Steph et Letty et on embrasse très fort le petit Liam Brun qui a 2 jours. Et qui a 2 jours et qui donc est prospect draft 2038-2039 ouais. À peu près. Là pour le coup il y a quand même tout pour que ce petit-là. Alors on va quand même laisser aller à l'école apprendre à lire et à écrire. Mais il y a 2-3 étapes avant. Mais il y a tout. Bon, on a vu des joueurs NBA ne pas savoir lire et écrire. Qui On dit pas de nom. Mais en tout cas, voilà, on embrasse et on est ravis pour Steph et Letty. Avant de se lancer dans les news, un jeu concours. Vous savez qu'Axel Toupane est aujourd'hui aux Bucks de Milwaukee. Eh bien, on va vous faire gagner son maillot dédicacé. D'ailleurs, vous pouvez y aller tout de suite. C'est déjà sur Twitter et Instagram. Donc le magnifique maillot des Bucks dédicacé par Axel Toupane. On remercie d'ailleurs Axel et son CM d'avoir pensé à nous pour ce concours. Donc c'est follow et puis RT. On connaît la musique. Il en a envoyé 2. T'en veux un aussi? Bah oui, j'en veux bien. Eh ben écoute, pourquoi pas. On va demander. De toute façon, tu connais Axel. Non, bah, je vais lui envoyer. Justement. Le cœur sur la main, il va évidemment t'en trouver un. Absolument. Tu pourras le mettre quand on ira de froisser au basket la semaine prochaine. Voilà, exactement. Par contre, je jouerai jamais avec le jersey de quelqu'un d'autre. Ah, ça, c'est pas un truc qu'on fait pas? Non, pas moi. Même Michael Jordan? Non. Ah, ok. Ouais, bon, ça se tient. J'en ai même pas. J'en ai même pas de jersey de Michael. Rendez-vous samedi 18h30. Tu l'as pas dit, mais le stream sport week-end commence ce week-end. Donc les gars, 1er mai, on est tous ensemble. Ça va commencer avec le récap sport. On sera ensemble. Il y aura Alex Ruiz, il y aura Norman Genius, il y aura Polo. On va se régaler derrière le Ruiz Club 20h30. Et donc la première antenne libre, parce que tu en as parlé vite fait, mais on n'a pas annoncé que c'était donc ce week-end que ça a commencé. 22h30, minuit 30, avec vos appels via Discord. Vous en avez l'habitude, on le fait depuis des années. Nico nous a dit qu'il passerait quand il pourrait, donc Nico Batum forcément. On va commencer avec Arthur et puis on va parler des Blazers. Donc voilà, du contenu NBA revient avec beaucoup de régularité. Et puis dimanche, on aura le temps. Il y aura du rugby à partir de 16h. Et rebelote avec le récap sport et le Ruiz Club. Voilà, c'est noté. Pour ceux qui veulent plus d'infos, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est bon? On va parler basket. On va surtout parler NBA avec les news.
Les playoffs, c'est bientôt. Et d'ailleurs, quelques équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour les playoffs. On va voir ça avec un tableau. Il y a 2 équipes à l'ouest, il me semble, et 2 équipes à l'est. À l'ouest, sans surprise, le Jazz d'Utah et les Suns de Phoenix sont qualifiés. Le Jazz qui est un petit peu, malgré l'absence de Donovan Mitchell, qui continue à prendre quelques matchs. Et à l'est, on voit évidemment, sans surprise, les Nets et les Sixers sont les premiers qualifiés dans la conférence Est. Sans surprise, messieurs. Hein. Sans surprise sur la saison qui Sur la saison qu'on a vue. Parce que Par contre, voir que Jazz et Suns, moi, Jazz et Suns en début de saison, les 2 premiers qualifiés à l'Ouest, ça reste une grosse surprise. On aurait pu imaginer les Lakers, Clippers, voir les Nuggets. Donc voilà, grosse performance du Jazz avec son début de saison fantastique et grosse performance de Chris Paul hier soir. Qui après un match incroyable du côté de New York pour battre et mettre fin à la série des Knicks, il nous avait régalé. Et hier soir contre les Clippers, Chris Paul est en train de grimper petit à petit dans le classement des MVP, sans dire qu'il le sera. Il aura quelques voix. Énorme saison de Chris Paul. Sans surprise pour toi, Kev, à l'Est, les Nets, les Sixers? Ouais, non, aucune surprise. Vraiment, les Suns, même si là, ils se sont un peu servis de la bulle pour vraiment monter leur jeu, parce que bon, c'est pas une surprise, mais. Et les Jazz, bon, on voit ce qu'ils font depuis le début de saison, mais ça fait des années déjà qu'on sait que cette équipe va être. À un certain moment, elle va arriver à maturité, qu'elle va être bonne. Mais les Suns, c'est vrai que là, l'année dernière, j'étais sceptique. Je savais pas s'ils allaient continuer sur leur lancée. En plus, ça n'a pas été payé. Ils gagnent tous leurs matchs dans la bulle, ils sont même pas qualifiés. C'est vrai, quelque part. Je trouve que c'est une bonne revanche pour eux. Et par rapport à Chris Paul, tu vois, Chris Paul est un joueur formidable, peut-être le meilleur meneur des années 2010, là, on pourrait dire ça. Point God. Tout à fait. Toi, quel est ton avis sur lui? Bon, j'imagine que tu trouves très fort, mais tu vois, quand tu étais dans la ligue, est-ce que Chris Paul était pour toi le meilleur meneur et de loin? Pas le meilleur meneur, parce que ça dépend. Après, je pense que c'est subjectif, ça dépend vraiment de l'un et de l'autre, en fait. Qu'est-ce que tu aimes chez un meneur? Qu'est-ce que tu recherches chez un meneur? Mais c'est l'un des premiers que j'ai rencontré. Il était venu à Washington et je sais qu'à un moment, il avait même demandé pour trade, en fait, pour que je sois trade là-bas. En fait, on s'était bien entendu, on avait bien joué, on a fait plusieurs pick-up games. Donc, je me suis toujours bien entendu avec lui. Mais là, maintenant, ça prouve vraiment que, quel que soit le système, ou si tu arrives à trouver ta place, même à son âge, tu te dis, en fait, le mec, il est capable de se relancer, en fait. Et ça fait un moment qu'on n'entend plus parler de lui. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça, parce que ça te montre vraiment que ça. Faut juste trouver le bon endroit, le système. Tu parlais de système et tout, on a l'impression que Chris Paul est un système à lui, parce que quand finalement on a l'impression que les Rockets avec Harden n'ont jamais été aussi forts et aussi près du titre qu'avec Chris Paul, quand il arrive au OKC dans une équipe où on se dit ils vont faire une saison, ils vont tanker, c'est compliqué de jouer avec 3 meneurs, ils font une super saison. Il arrive cette année aux Suns, il leur fait franchir un cap, on a l'impression que il est tellement académique, tellement basket que partout où il va, il rend les gens meilleurs. À mettre en comparaison avec Steph Curry, hein, tu vois, quand je disais le meilleur meneur des 2010, évidemment que Steph Curry avec ses titres et ses MVP, évidemment c'est le meilleur meneur, mais la différence entre les deux, c'est que Curry est parfois un combo, un incroyable shooter, là où Chris Paul réunit absolument toutes les qualités du meneur de jeu. Chris Paul, c'est l'un des seuls vrais meneurs qui reste dans la ligue. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est des combos. C'est pas des vrais meneurs. C'est vrai que c'est l'un des seuls vrais qui reste, en fait. Quand on voit la saison de Devin Booker, hier, c'est ce qu'il a dit après match. Encore une fois, je suis content que les gens puissent se rendre compte du niveau de Devin Booker et qu'il est prêt à être aussi à franchir encore des nouveaux paliers. Bon état d'esprit. Mais bon état d'esprit. Mais clairement, honnêtement, l'explosion de Booker cette année à très haut niveau, elle est en partie liée à l'impact de Chris Paul. On va parler d'un autre meneur que tu connais bien, c'est John Wall, fin de carrière. Oula. Ouais, la fin de saison pour lui. John, je n'ai rien à voir avec non, ça. Non, c'est un très mauvais lapsus. Fin de saison pour lui, problème aux ischio-jambiers, 40 matchs joués à peine, on sait qu'il sort de 2 saisons blanches. On imaginait un autre retour pour John Wall après 2 saisons blanches, à tomber dans le marasme de Houston pour faire une saison cata comme ça. On espère revoir John Wall avec d'autres ambitions dans le jeu en tout cas. Ouais. En fait, John, quand j'ai vu cette news, là, je me suis dit, c'est vraiment triste en fait, parce que je me suis dit, ces dernières années n'ont pas été faciles pour lui, que ce soit sa blessure à lui, la mort de sa mère, la mort d'un cancer. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'est enchaînées dans sa vie, tu vois, et c'est vrai qu'en ce moment, mais je pense qu'il a déjà été là. Moi, quand on arrive à Washington, en 2010, l'équipe, elle ne gagne pas, en fait. Donc, il sait comment gérer une équipe qui ne gagne pas. Il sait que c'est un process, ça va prendre du temps, en fait. Houston, c'est vrai qu'ils ont perdu James. Ils ont fait un peu de ménage, ils ont ramené des gars. Donc, je pense que le temps de Marcus est parti. Je pense que Marcus, ça n'a jamais un peu collé. Ça n'a jamais collé du tout. Clairement. Même moi, quand je le voyais jouer, j'ai l'impression qu'il était perdu dans le jeu. Mais je pense qu'il va... Le connaissant, c'est la seule personne qui m'a vraiment prouvé à chaque fois que j'avais tort sur beaucoup de choses. Quand il va au concours de dunk et qu'il me dit « je vais le gagner », je le crois pas. Je lui ai dit.
Je te crois pas, tu vois. Et il est parti, il a gagné. Et à chaque fois, il m'a dit, bon, cette année, je vais être All-Star. Il arrive en pré-saison, il était en surpoids. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Il s'est mis en forme et quand la saison a commencé, il était déjà prêt, en fait. Et il est devenu All-Star, en fait. Donc à chaque fois, je sais que c'est quelqu'un mentalement qui est très fort. Donc je pense qu'il va se relever de ça. Mais c'est vrai que là, en ce moment, ça doit pas être facile pour lui. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Quand il arrive à Washington, il en a fait une équipe qu'il a Qui amenée en compte. playoff. Donc c'est vrai que Houston doit et va compter certainement pour lui pour reconstruire. C'est plutôt pas mal. On imagine qu'ils auront un plutôt haut choix de draft cette année. Et si tu draftes un jeune prospect, tu le mets aux côtés de John Wall qui connaît la ligue parfaitement, Christian ça Wood. peut être intéressant avec Christian Wood notamment. Tout à fait. À suivre. Tu parlais de Marcus Cousins que tu trouvais perdu un peu chez les Rockets. Tu n'es pas le seul à le penser. Par contre, chez les Clippers, il n'a pas l'air perdu puisque les Clippers lui ont offert donc un contrat jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette profondeur de banc côté Clippers. D'ailleurs, Nico Batum, qu'on avait eu sur Twitch le week-end dernier, était content de la signature de DeMarcus. Est-ce que tu penses que Cousins peut avoir un vrai impact quand vous serez en playoff? Oui, il nous a débloqué en 2 matchs cette année, là, déjà. Et il va nous débloquer. Tu sais, dans les playoffs, tu as des stars, mais tu as toujours, sur un match, tu as un mec qui va te débloquer une situation. Ça arrive souvent. Tu as plein d'exemples en général par rapport à ça, mais quand tu as les grosses gars, par exemple Boston, là, le Big Three, là, quand il y a Allen, Garnett, machin. T'avais Eddie House. T'avais Léon Powell, Pau. là, je sais pas quoi, Powell qui avait fait un match de fou, match 4, je crois, qui bloque situation. Donc, mais t'as Iguodala qui bloque situation. T'as toujours ce mec-là, en fait, sur un match qui va débloquer une situation. Et DeMarcus peut le faire parce que Ouais. je sais plus contre quel match qu'on a joué dernièrement, on était un peu en galère, on lui a donné la balle. Contre Memphis, je peux dire qu'on lui a mis la balle 5 fois de suite à l'intérieur. Il marque 3 fois, il marque 2 fois, il fait 3 passes. Kevin, c'est un bon choix des Clippers d'avoir signé DeMarcus Cousins. Je pense que oui. Je pense que c'est un joueur vraiment que. C'est un peu. Il me fait penser. Il fait partie des joueurs particuliers. On sait que c'est un cas, il faut le gérer en fait. C'est un peu comme Dennis, quand il arrive aux Bulls, tu vois. Ah, Dennis Rodman, ouais. T'as Phil qui a su le gérer en fait. Même parfois le laisser faire des caprices ou des trucs, il laisse partir à Vegas, mais on connaît toute cette histoire. Tu vois, mais je pense que c'est quelqu'un qu'il faut savoir gérer en fait. Et que si tu sais le gérer, tu peux vraiment en tirer quelque chose de bon parce que c'est un vrai joueur. Et puis aujourd'hui, on n'a plus les mêmes attentes pour DeMarcus Cousins. On n'attend plus qu'il soit à 27 points, 12 rebonds, qu'il soit le meilleur pivot de la ligue, ou que même l'attaque soit autour de lui. Nico disait très clairement que le but et le rôle de DeMarcus Cousins, c'est évidemment donc d'être un complément à l'intérieur, mais qu'il soit capable en play-off de te faire gagner ce match important, ce match 4 un peu coup près, sur des gros tirs, sur 5 points d'affilée, sur des rebonds et tout. Donc voilà, à lui il a accepté ce rôle, on a l'impression. On peut être un peu triste parce que au vu du potentiel du gars à la base, mais voilà, aujourd'hui c'est sa deuxième vie en NBA et il accepte. Après, je pense qu'il n'a pas vraiment le choix de l'accepter. S'il veut rester en ligue et dans la ligue et pas forcément partir en Chine ou. Ouais. Il a encore une bonne cote, tu vois, il trouve encore des. Il n'est pas resté sans club, C'est un quoi. All-Star, c'est un vrai joueur. Moi, j'ai clairement. joué contre DeMarcus, ça fait longtemps qu'on se côtoie. J'ai joué contre lui au Nike Cup Summit en 2009, je crois, ou en 2008. Ouais, c'est ça, 2009, je crois. Ouais, 2009. Et donc ça fait longtemps en fait que je le vois. J'ai vu son évolution et c'est un vrai joueur. C'est pour ça même quand j'ai vu aux Rockets, j'ai vu un seul match de lui aux Rockets, j'ai fait mais c'est pas lui en fait. Il joue à l'envers, il force, il fait rien de correct en fait sur le terrain. Tu vois, et c'est vrai. Et quand je le vois avec les Clippers, quand je regardais les highlights, c'est pas pareil. Tu vois un mec qui sait ce qu'il fait, il Qui est joue. plus impliqué. Voilà, qui est plus impliqué. Le cadre a l'air Tu vois, quand même un le peu cadre, plus oui, structuré. ouais, Et puis voilà, il y a tu vois. l'objectif d'être champion. Et puis je crois que il se trompe pas de Marcus Cousins. Aujourd'hui, se retrouver chez les Clippers qui jouent le titre et où lui on lui donne un rôle de sortie de banc, mais c'est un rôle déjà défini. C'est une chance pour lui aujourd'hui vraiment d'être tombé là-dedans. Moi je Puis pense. là, il a du temps de jeu avec l'absence d'Ibaka. En Après, plus. on verra quand Ibaka reviendra. Ça va Il va falloir qu'il redistribuer un revienne peu quand les. même, Serge. Je sais pas qu'il revienne. Nico nous disait que c'était archi important que Ibaka revienne, notamment bien sûr. défensivement. Tout à fait. Mais ça te fait Zubac, Ibaka, Cousins. Tu peux voyager. C'est important la profondeur de banc pour être champion. Hein. On l'oublie, on le dira jamais assez. Donc et puis moi, Beaucoup dans la gueule de Kanter, Ouais. tu vois. et puis tu sais que je l'aime bien moi de Marcus, donc je suis bien content de le revoir. On reste à Los Angeles avec Anthony Davis qui est de retour. Ça n'a pas changé malheureusement grand chose dans le bilan des Lakers. 4 matchs, 1 victoire, 3 défaites. Thomas, j'ai envie de te poser la question. Faut-il s'inquiéter pour les Lakers? Tant que LeBron n'est pas revenu, faut pas être inquiet. Maintenant, la réalité, c'est que sans LeBron, et même avec Anthony Davis pour l'instant, qui n'est pas encore vraiment à 100%,
bah, c'est une équipe lambda. C'est une équipe qui peut-être se battrait pour la 8e place. Alors certes, tu aurais une autre lecture et tout. Non, moi non plus, je suis d'accord. C'est pas une surprise. C'est juste le constat, tu vois. Tu perds 2 fois contre les Mavs, une fois contre les Wizards, donc hier soir, avec un Westbrook encore en triple-double. En tout cas, Anthony Davis. Il y a un énorme dunk plein de poire d'Hachimura sur Anthony Davis. Hein. Absolument. Et le retour d'Anthony Davis fait que le jeu il y a beaucoup plus d'isolation. Alors oui, c'est normal. Anthony Davis est un joueur ultime en ISO, mais comme il n'est pas très efficace pour l'instant, bah, ça se ressent dans les résultats. Ouais, il va falloir se remettre en route. Je suis très curieux de voir LeBron quand même arriver. Alors on sait que au niveau de sa santé personnelle, il est en pleine bourre, il s'entretient. Maintenant, il y a quand même l'âge, il va revenir, peut-être en manque de rythme, et les playoffs arrivent rapidement. Ouais. Donc, je crois pas que l'âge joue dans quelque chose. Sur moi, il joue en tout cas beaucoup, tous les matins quand je me lève. Mais sur LeBron, peut-être beaucoup moins. Ouais. Il fait tellement de traitements, tellement de choses. Sa capsule, il y a une capsule où il se met dedans. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans Dragon Ball Z. Il y a plein de choses qu'il fait, tu vois. En fait, tu dis, mais le rythme de match quand même. Alors, il a mis 3 semaines à semaine. Après, il connaît tellement la chanson, mais c'est vrai que dans la bulle, par contre, au début, sur les 5-6 premiers matchs, c'est vrai qu'il avait eu du mal. Il avait mis du temps à trouver son rythme plutôt. Finalement, ça s'est bien passé. Finalement, c'était apparent. Mais pour moi, il est unique. Il est unique. Moi, les 82 matchs, je les ai pas faits avec le temps de jeu qu'il a, en fait. J'ai fait un peu moins, 72, je pense. Et il y a des moments où je jouais 30 minutes, en fait. Et quand tu as fini le match, tu cherches tous les moyens pour récupérer, en fait. Tu vas dans le bain froid, t'enchaînes bain chaud, tu as une masseuse, tu as plein de choses. Malgré ça, tu récupères pas. Et je me dis que lui, il enchaîne 30. Et il est vraiment dans l'agression. Hein. Il fait que ça, en fait. Il rentre dans. Il fait que et puis il a un jeu où tu laisses des plumes en plus. Mais là, pour moi, c'est oui. Tant qu'il ne sera pas de retour, ce que tu as dit, tant qu'il ne sera pas de retour, c'est sûr que. Pas les juger, en fait. La saison, elle veut rien dire sans le bien, en fait. Anthony Davis, il est fort, mais New Orleans, je suis désolé, New Orleans, avant, ils étaient pas. Tu vois, il était là-bas, en fait, et ils n'ont pas forcément fait des merveilles. Maintenant qu'il joue avec LeBron a su le mettre en valeur, et les deux, ils sont complémentaires, et ils jouent très bien ensemble. Donc maintenant, mais le boss, c'est LeBron. Voilà, c'est LeBron. Quand je vois des gens mettre dans les commentaires, ah ouais, mais Anthony Davis, que LeBron dise merci à Anthony Davis pour ce titre, ou. Mais non, que lui dise merci à LeBron. Parce que je crois qu'il le dit. À ce que je sache, que ce soit Kyrie, que ce soit tous les joueurs qui ont joué avec LeBron, il y en a, ils le suivaient. C'est quoi son nom, le shooter là, Jones Pierre Smith. Non, James Jones. Il y en a, ils le suivaient partout. Je veux dire, en fait, les gars, à chaque fois que le gars signe quelque part, bah, tu apprends qu'ils vont signer pour le minimum, que voilà, ils vont le suivre en fait. Donc moi, je suis persuadé que oui, LeBron, c'est lui qui manque et quand il va revenir, ça va changer la donne. Impatient en tout cas de revoir LeBron sur le terrain et de voir comment les Lakers vont digérer ça. On finit avec une petite news FIBA, parce qu'on aime bien parler, enfin là c'est plutôt Eurocup. Ouais, c'est pas FIBA. Ouais, c'est pas FIBA, attention, je vais pas me faire que des potes. C'est Monaco donc, qui est en finale de l'Eurocup, Kevin, tu le sais, et qui a gagné son premier match face à Kazan. Un énorme match qui s'est joué sur la fin. Ouais. Donc Monaco mène 1-0, c'est la première équipe qui gagne 2 matchs. Maintenant, il reste 1 ou 2 matchs à Kazan. Le match 2, c'est vendredi soir, 18h, donc sur RMC, à suivre. Et Monaco donc, n'est plus qu'un match d'un titre européen. C'est plutôt cool pour le basket français. Tu suis un petit peu? J'ai plusieurs potes là-bas, dans Mathias et Damien. Ouais. Mais je suis pas, j'ai du mal à. Bah déjà surtout que j'ai du mal à trouver, j'ai du mal à suivre le basket. Sur RMC, donc si t'as pas RMC, c'est difficile. Voilà, je suis pas forcément, mais en tout cas je regarde les gars, je regarde leurs stats, ce qu'ils font. Et pour moi, c'est. Mathias qui a été MVP du match. Ouais, 17 points, 5 rebonds pour Mathias. Thibaut a été très bon. Il s'est envoyé 2 tontons de 2-15 et 2-14. Il était très bon. Rob Gray a été très fort. J'ai beaucoup eu ces discussions avec. C'était au début, on m'a dit ouais, mais Mathias, regarde, il est en train de froisser, il taffe en France. Mais en fait, pour moi, je vais le dire honnêtement, Mathias ne devrait pas être en France. C'est un joueur, tu vois, il ne devrait pas être en France. Bon, il a fait les Summer League, il devrait être à l'étranger parce qu'en fait pour moi il a un niveau. Il a fait Belgrade. Bayern, pour avoir joué contre lui en Euroleague. Bayern, je crois. Il s'en sortait pas mal en fait. Et tu vois, au fur et à mesure il va progresser. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'il progresse. Après, il a trouvé à Monaco un rôle qu'à l'étranger il a pas complètement trouvé. Belgrade, Malaga, Bayern. Ouais, Malaga. Voilà. Donc et là pour le coup il fait une énorme saison. Il est en finale d'Eurocup et l'année prochaine il a déjà l'assurance avec Monaco de jouer l'Euroleague. J'ai l'impression qu'il a que 27 ans. J'ai l'impression que c'était peut-être un passage pour lui pour peut-être prouver à d'autres qui en avaient besoin que c'était un super joueur. Je te rejoins sur ce que tu dis, mais avec la saison qu'il fait, à mon avis, il s'est redonné beaucoup de crédit. Et il s'assure une place certainement en équipe de France aussi. Il a fait quelques pas en arrière pour mieux avancer. Voilà, ce qu'on lui souhaite. C'est ce qu'il a fait. Je pense que ça va continuer. J'espère que ça va continuer.
C'est un gars super. Hein. Moi, c'est vraiment mon gars plus que, tu vois, que beaucoup. Donc, c'est vraiment un vrai. C'est vraiment un vrai. Et j'espère que ça va continuer. J'espère même qu'il va aller en Euroleague. Ça serait lourd. J'aimerais bien moi, lui demander l'embrouille qu'il y a eu en quart de finale d'Eurocup quand il est en interview. Tu l'avais vu ça? Ouais, incroyable. Il est en Non, mais interview, je- il parle avec un mec dans, Enfin, en, interview, il y a une en interview. Yugo là, Ouais. et t'as la meuf qui interview. Mathias. Mais je veux savoir ce qui s'est passé après parce que. Après, moi, j'ai envie de voir Mathias Le Sort l'année prochaine avec Monaco en Euroleague. Eh oui, c'est Tant ça. tant qu'à faire. Hein, Mais moi, je tu trouve que ce move à Monaco, finalement, il s'assure aussi, certainement une continuité avec l'équipe de France. Ouais. Tu vois, avec l'énorme saison qu'ils font. Et puis, tu joues le titre. Enfin, on imagine une finale, pourquoi pas, contre l'Asvel. Il a moyen de se montrer encore, Mathias. En tout cas, on est ravis pour lui. Voilà, on a fait le tour des news, les gars. C'est le moment d'aller dans le débat. Et cette semaine, on va se demander pourquoi on s'emmerde autant devant la saison régulière. Il y a plein de choses à dire. On va pas se mentir, cette saison, on a du mal à trouver beaucoup d'intérêt, à s'enflammer en tout cas pour cette saison régulière, et on va essayer de comprendre pourquoi. Messieurs, est-ce que déjà vous partagez ce sentiment, mon sentiment, de dire que cette saison, la saison régulière, bon, il y a des perfs individuels, mais de manière générale, on s'enflamme pas. Non, c'est toujours différent parce que bon, c'est pas les playoffs. T'as toutes les équipes, donc c'est moins qualitatif que les playoffs. Les playoffs, c'est les meilleures équipes. On a connu d'autres saisons, Tom, où on arrivait il y avait des luttes, il y avait des bagarres pour les playoffs. Là, je sais pas, cette impression, on a l'impression qu'on attend tous les playoffs en se disant, bon, Ouais. bah, voilà, vite que ça se termine. Ça fait depuis quelques années déjà qu'on sent parfois certains qui nous disent moi je regarde plus la saison régulière, ça n'a pas commencé en 2021, mais c'est vrai que cette année de Covid, cet enchaînement, cette intersaison un peu bizarre, où tu perds un peu tes repères, il y a plein de... La vie aussi fait que, je pense que le confinement et tout, on a moins, nous les observateurs, on a moins d'intérêt, t'as raison, à t'enflammer, hein, surtout de kiffer la saison régulière. Mais en fait, c'est aussi parce qu'on vieillit un peu. Je serais curieux de savoir si un mec qui a commencé à regarder de la NBA depuis 3 ans a le même avis que nous. Nous, en tout cas, en tant que vieux briscard, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on regarde la NBA, bah, alors le désintérêt, c'est un mot fort, mais en tout cas, on a moins d'appétence à regarder cette saison régulière. T'es un bon bâtard, hein, de sortir un peu de pétence. Tu parles de... Je devais conseiller à Moi aussi, je me suis dit, putain, waouh. Qu'est-ce qu'on Franchement, regarde waouh. Pétance, par exemple. Non, moi, je te serre la main sur tout le monde. Hein, je serre la main. Tu parles, si on commence à serrer la main dès qu'on sort un mot à plus de 3 syllabes, on est dans la merde, hein, les gars, plus direct. On va voir un tableau, parce que tu parles de désintérêt, tu dis que le mot est fort, mais en tout cas, la réalité des chiffres est celle-là, parce qu'on voit même que sur les finales NBA, les gens regardent de moins en moins. Alors là, on parle de la saison régulière, mais déjà, sur les finales NBA, regardez les audiences des finales sur ces 5 dernières années. Eh ben, on voit quand même une réelle chute. Alors la bulle, c'était un petit peu spécial. Le mois d'août aussi, j'imagine. Le mois d'août, d'octobre. Ouais, enfin. septembre, ouais, octobre, Non, les c'est finales. en octobre les finales. Donc pas voilà, au mais mois en de tout juin. cas, il y a, mine de rien, de manière générale, un peu un désintérêt, et même pour des finales NBA. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi, avec des débats qui sont un petit peu, qui datent pas d'aujourd'hui, tu le dis Thomas. La première question, Kevin, là je me retourne vers toi, c'est est-ce que cette saison régulière de NBA, alors cette année il n'y en a que 72, mais d'habitude c'est 82, est-ce qu'il n'y a pas trop de matchs de saison régulière? Je sais que c'est un grand débat. C'est un grand débat. Vous, toi qui l'as vécu, 82 matchs, est-ce que finalement, C'est énorme. est-ce que tu perds pas en qualité là-dessus aussi? Non, je sais pas. Pour moi, j'aurais du mal à vraiment à être objectif dessus, parce qu'en fait, pour moi, c'est normal. Tu vois, j'ai été 7 ans dedans et c'est devenu normal, en fait, pour moi. Maintenant, encore une fois, je sais que les matchs de pré-saison, je pense qu'il y en a trop. Il y en avait beaucoup. À mon avis, Il y avait je crois 2 qu'il y en avait semaines. 9. Ouais. Ouais, il y en avait 9, tu vois, je sais que beaucoup, ils se plaignaient pour ça. Mais les matchs, non, parce que je trouve que c'est, je sais pas, c'est C'est le l'essence charme de de la la NBA, NBA, en fait. quoi. Oui. Si je mets 42 matchs, mais non, mais en fait, c'est plus la même chose, en fait. C'est plus pareil. Tu vois, et c'est bizarre pour moi je trouve que c'est normal. C'est vrai que le truc des 82 matchs, nous on n'a pas envie que ça change parce que c'est, voilà, tu dis c'est l'essence de la NBA, on a toujours connu ça, donc difficile d'imaginer une saison raccourcie. Après, il y a une réalité, c'est que plus t'as de matchs, moins t'as de temps de repos, encore plus avec les voyages, donc les joueurs sont pas à 100%. Les joueurs choisissent leur match. D'ailleurs, c'est une vraie question, est-ce qu'il y a des joueurs qui choisissent leur match et que dans le vestiaire ça se dit? On se le dit pas, mais tu le vois. Tu le vois, forcément. Quand tu tapes une équipe comme LeBron, automatiquement, je joue avec Paul. Paul est plus motivé contre eux. Normal. Que oui, s'il joue Minnesota avec aucun challenge, je sais qu'il va leur mettre 30 quoi qu'il arrive, quoi.
Donc, Mais tu vois, alors, c'est pas pareil. on parle des joueurs qui choisissent les matchs, mais tu as aussi les back-to-back, les voyages, tu le disais Tom, et Absolument. quand des fois tu es à moins 15 début de 4e quart-temps, parce que des fois tu dis, oula, on joue demain, allez, là on plie, parce que demain on a un autre match. Est-ce que ça aussi, ça peut exister de la part du coaching staff? Parce que ça, en Europe, ça n'existe pas. Tu vois, le fait d'avoir... ou en NFL, par exemple, il y a ce grand discours, ce grand débat avec Samir Hamoudi, où en fait tous les matchs de NFL comptent, et chaque match de NFL, c'est un grand rendez-vous. Ils en ont 15 dans l'année, après, c'est normal. Hein. Honnêtement, ouais, ils en ont que Ouais. ils en ont 15. Pas 20, 13, 20. Ouais, bon, pas. bref, une dizaine. Mais- une Ouais, dizaine. ouais, c'est ça. Mais oui, après ça dépend du coach. Ça dépend des. C'est vraiment dur parce que c'est pas une mentalité que tout le monde a. Ça dépend vraiment des joueurs. Il y en a qui refusent. Les coachs, ils refusent de s'asseoir. Il y en a qui vont le faire automatiquement. Il y en a qui veulent. Il y en a c'est des chochottes. Donc non mais c'est la vérité. Qui en fait. Non. Mais tu vois, Regarde, ce tableau, il est archi intéressant, c'est que cette saison, il y a de plus en plus de blowout. Et donc forcément, la question de est-ce qu'il y a trop de matchs, et je comprends ton ressenti, Kevin, tu as raison, et l'essence de la NBA, c'est de jouer. On sait que c'est une culture où on joue plus qu'on s'entraîne. Maintenant, il n'empêche qu'on assiste cette saison plus que tout. Les Kings ont encore pris un 152 points, 54 158 points encaissés Ouais. avec un blowout. Cette année, il y a 28% de matchs qui se jouent avec 20 points d'écart. Est-ce que ça, c'est rendre service aussi au spectacle? mais Ça, c'est sûr que non. est-ce que c'est de la faute au nombre de matchs ou est-ce que c'est de la faute des équipes en termes d'équilibre et l'écart? Parce que l'écart a l'air. Les deux jouent. Entre les Kings et Utah, il y a un écart incroyable. Que ce soit dans le classement et que ce soit dans la réalité. Ouais, mais ouais, t'as raison. Après, c'est vrai que cette stat, dans tous les sports, dans le foot, parfois, il y a des 5-0. Ça fait partie du jeu. Le problème, c'est le nombre de 5-0 qu'il peut y avoir dans Ouais. une saison. Là, ça fait quand même un match sur 3. Hein. Allez, j'abuse, mais entre un match sur 3, un match sur 4, avec une victoire de 20 points. On se souvient de certains matchs. Il m'embête terriblement ce truc, mais bon, c'est pas grave. On se souvient des matchs à plus de 50 points d'écart. Les Clippers, là, en début de saison. Enfin, 50 points d'écart, là, on rentre quand même dans des trucs. Parce qu'il y a le match, tu sais, où il y a un écart de 20, et puis il y a l'autre où il y a entre 35 et 50 points d'écart. Bon, bah, c'est parce que les joueurs lâchent mentalement, parce qu'ils sont pas prêts à jouer, parce qu'il y a sûrement trop de matchs, parce qu'ils ont la flemme, enfin, j'en sais rien. Et c'est souvent inconscient, mais ça, c'est quand même. Ça participe grandement au désintérêt. Le match d'hier de Sacramento contre Utah, personne n'a envie de le regarder. Moi, je l'ai regardé parce que j'ai envie de voir l'état des dégâts, mais sur le principe, Mais- ça fait kiffer personne. Hein. Alors, c'est intéressant, ça me permet d'arriver sur une autre transition aussi de pourquoi on s'emmerde aussi en saison régulière par moment. C'est l'écart entre des super teams et des équipes qui bossent bien. Et c'est vrai que ça, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent bien. On parlait du Jazz, on parlait des Suns, les Sixers. Et il y a d'autres équipes, je suis désolé, qu'est-ce que font ces gens-là dans les bureaux? Et qu'est-ce que font les coachs? Quand je prends les Kings cette saison, quand je vois ce que fait Détroit, ce que fait Orlando, qui a certes pris un grand virage, mais il y a quand même Cleveland cette saison, il y a quand même des équipes, Minnesota, Houston OKC, cette t'as dit année. OKC OKC, c'est presque... Ouais, C'est le OKC pire prend, OKC pour moi, prend des énormes Moi, branlées. c'est le pire. Ok. T'as des croisements entre des équipes qui font des reconstructions, mais c'est des reconstructions de zéro. T'as l'impression que t'as une équipe d'espoir face à des équipes qui jouent le titre. Et finalement, est-ce que l'écart entre les super teams et ces équipes-là qui travaillent ou mal ou qui repartent en reconstruction, et des fois ça prend des années, c'est ça aussi qui ça fait pas chier. Avant, moi, tu me mettais n'importe quel match NBA, je me mettais devant. Aujourd'hui, je vois les Kings contre n'importe qui, ou OKC, je joue contre n'importe qui, encore il y a Théo Malédon. Bon, je suis pas... Et Jalen Howard, donc, et je suis... Bon, pour ça, celui-là, je regarderai le résumé, quoi. C'est vrai que ça va dans ton sens, et c'est pour ça qu'OKC, je trouve que c'est la très bonne, un très bon exemple, parce que tu as un joueur, un vrai prospect, quand Shai Gilgeous-Alexander, clairement qui est un joueur qui un jour sera amené à jouer le Star Game et tout ça. Le reste, et no offense à Théo qui fait kiffer, ou à Jalen et tout, ou à Poku, là, qui nous régale, mais en fait, t'as aucun joueur de niveau c'est NBA. le compte, tu sais, on l'appelle le compte, hein. C'est ça, le compte Poku. Ouais, bravo. Petit Bravo Star Wars. Bravo Star Wars. Pour, Mais Tu l'as ou pas, Kevin? Non. Le compte Doku, Star Wars. C'est pas un mec de Star Wars? un des J'ai méchants. pas capté. C'est j'ai pas un mec de capté. Star Wars. Du coup, là, vous m'avez Mais lâché. est-ce que vous avez souvenir d'équipes comme ça qui ont autant de joueurs pas prêts à jouer en NBA à l'instant T? Alors, pas prêts, je vois Théo qui fait des 20 points et tout, mais des mecs qui seraient pas dans les rotations, dans les 7-8 premiers joueurs de rotation de bonne équipe. C'est sûr que par exemple, tu prends Franck, qui est aujourd'hui Nilkina à New York, qui a peu de temps de jeu, mais dans une équipe qui est aujourd'hui 4e à l'Est, où tous les matchs comptent. Ah, c'est vrai que si tu le mets au KC, par exemple, Bah, ils sont peut-être titulaires. là où finalement on est dans un truc de formation complet, vraiment le championnat espoir, on s'en branle, ouais. on descendra pas de toute façon parce que ça marche pas NBA. Peu importe ce qu'on perd, les matchs, on développe les mecs. C'est pas les mêmes approches, Kevin. Ça, c'est sûr. De toute façon, encore une fois, c'est les organisations. Maintenant, c'est vraiment... Moi, je trouve qu'il y a un problème, il y a un gros problème aussi avec le jeu.
genre leur façon de jouer. Allons-y. Et on parlait de ça, en fait. Et je trouve parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent faire du small ball, qui veulent jouer up-tempo, ça shoot, ça shoot dans les premières 10 secondes ou quoi que ce soit. Mais en fait, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas l'effectif pour le faire. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est essayer de mettre un Windows dans un Mac, en fait. Ça colle pas, en fait. Tu vois, ça marche pas. Et pour moi, c'est vraiment l'équivalent. Et je trouve que c'est là le gros problème. Parce que quand j'ai du mal à regarder les jeunes équipes comme ça, j'ai du mal à les regarder. Moi, dès que je vois, ça arrive, ça shoot. Ben, Ça va en défense, ça c'est shoot. intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'on s'était régalé des Warriors, du small ball, de ce jeu-là, de même de shooter de plus à 3 points. C'était plutôt cool de voir l'adresse dans un match de basket où il y a de l'adresse. C'est toujours un match plutôt cool à voir. On va voir des paniers, quoi. De voir des paniers. Maintenant, j'ai l'impression qu'on arrive dans une orgie de ça à 3 points. Tu as raison, certaines équipes ne jurent que par ça, mais sans avoir l'effectif ou la philosophie pour ça. Et Popovic a fait cette déclaration que je trouve excellente, et je crois que mes amis dans le canal, vous partagez ça. On se vole tous les uns les autres, il parle des coachs, personne n'est innovant. On voit quelqu'un qui fait quelque chose de bien, on le copie. Le jeu, désormais, c'est pénétrer ou tirer à 3 points, c'est très ennuyant. Et là-dessus, vas-y Kevin, dis-nous ce que tu penses de cette déclaration de coach. Moi, je suis très d'accord avec lui parce que je l'ai toujours pensé, en fait. Et je me suis rendu compte, en fait, que la NBA, c'est des vagues, en fait. Et ils suivent. Et alors que Popovic c'est toujours adapté à ses joueurs. Et beaucoup de coachs ne s'adaptent pas aux joueurs. Le dernier qui a emmené quelque chose d'intéressant, c'était le coach de Boston. Quand je l'ai vu au début, je me suis dit, il arrive quelque chose, il est nouveau, il emmène quelque chose de nouveau. Bon, là, tu vois, Oui, ils sont dans un mur, mais en tout cas. Il y a des hauts débats, mais en tout cas, il emmène, tu vois. Dans la théorie. Mais je me disais toujours, en fait, vu que maintenant, en fait, on est arrivé, et j'ai vu cette vague changer. C'est au même moment où je suis parti de la NBA, je l'ai vu la vague changer. J'ai vu, quand c'est arrivé, ils ont commencé à pousser un peu les big men vers la sortie, parce qu'en fait, maintenant, ils voulaient que Que la polyvalence. que les mecs qui shootent, voilà, que en les- fait, que ça, en fait. Et ça balance, et ça balance, et ça balance. Et j'ai vu le truc, nous, quand on est arrivé aux Pacers, et il nous dit, maintenant, c'est comme ça qu'il veut qu'on joue, il faut qu'on arrive à shooter avant les 10 premières secondes, en fait. Mais les mecs, ils balancent dans tous les sens, en fait. Mais tu gagnes pas forcément, et je trouve que les mecs, en fait, ils se copient. Je trouve que personne n'a de personnalité. Je trouve qu'ils se copient tous. Et je suis totalement d'accord avec cette déclaration. Et je suis content qu'enfin quelqu'un l'ait dit. Ouais, c'est vrai que c'était ce super tableau avec l'évolution des shoots à 3 points. On en a toujours plus. Alors oui, le shoot à 3 points et après le lay-up dunk, le tir le plus rentable du basket, ce qu'on peut complètement comprendre. Nous, ce qui nous dérange, c'est que en fait, on ne sent plus de lien en fait dans le jeu. Moi, les séquences, mais ça marche pour tous les niveaux, les séquences où il y a une transi, un tir à 3 points manqué ou marqué, une transi, un tir à 3 points, une transi, et tu sais que ça s'enchaîne comme ça sans pas qu'il y ait qualitatif. de passes, Ouais. sans qu'il y ait un effort collectif pour arrêter le jeu et dire moi ce que j'ai toujours aimé dans le basket, c'est qu'à un moment donné, tu as des mecs qui sont véloces, tu fais la passe à Herod, tu fais la passe à Yanis, il court à Malakoff, boum, il y aura une faute ou un truc. Si ça marche pas sur 2 actions de suite, t'arrêtes, t'annonces un système, on se fait 3 passes et on voit ce qui se passe. En tout cas, on essaie d'avoir on dictait le jeu, on en parlait hier avec le PSG, mais c'est important en tout cas d'avoir une gestion du tempo. Là aujourd'hui, ça envoie, pick and roll central, boum, tu kicks, ça tire, boum, rebond, tac, et c'est vrai que la pauvreté du jeu NBA, elle est flagrante. Ça n'a pas commencé cette saison, c'est depuis ces dernières saisons. C'est de la faute des 3 points, mais surtout la faute des coachs qui, et là je te rejoins complètement, manquent parfois d'idées. Ouais, mais c'est alors, manque parfois, moi je dirais dire manque d'idées tout court, vraiment, allons loin. Je suis très surpris que ça fait longtemps, et c'est vrai qu'avant l'émission, je parlais de Brad Stevens, ou Steve Kerr avec les Warriors. Il n'y a pas un nouveau coach qui a amené un petit peu quelque chose. Et Steve Kerr, pour moi, c'est pas Et encore, il récupère un peu le travail de Mark Jackson. Voilà, pour moi, c'est pas un coach où quand je dis c'est pas un coach, je vais m'expliquer. C'est un leader. Ça veut dire que tu vois sa relation avec ses joueurs. Un manager plutôt qu'un Voilà, il gère le groupe. tacticien. Parce qu'en fait, pour moi, c'est aussi ça un coach. C'est pas quand tu vois, par exemple, j'ai une conversation. Donc c'est une petite anecdote. J'ai une conversation à Merano en 2014, avec Zidane. Et en Qui fait, Zidane. Je connais pas. Donc Zidane. Ah, voilà, Zidane. d'accord. Très bien. Donc, Prononcez aussi. c'est ma faute, moi. Donc, et en fait, on a une conversation où en fait, il m'expliquait que son rôle à lui, c'est pas forcément de dire à Ronaldo ou à Benzema comment jouer au foot, en fait. C'est de les guider. Ils savent déjà jouer au foot. C'est juste de les guider, en fait. Et Steve Kerr, c'est ça où j'ai trouvé intéressant, que je vois sa relation avec ses joueurs, que ce soit le mec tout au bout du banc, tu vois, où le mec, c'est comme Popovic, je sais qu'il appelle les joueurs, que ce soit, il s'occupe, en fait. Et à partir du moment où tu rentres dans ça et c'est du management, si tu as l'équipe pour, et tu vois, t'as vu ce qui s'est passé, en fait. Et
Pour moi, c'est vraiment, il est dans ce rôle-là. C'est pas un coach. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un D'ailleurs, manager. il a toujours eu d'ailleurs un staff à côté de lui Voilà, tu vois. qui faisait, Mais qui faisait à pas côté de mal ça, de tu vois, taf. Steve Kerr a quand même. Sans Steve Kerr, on n'a pas les Warriors Bien qu'on sûr, a connus. bien Alors, peut-être sûr, que bien si- sûr. les Curry, les machins auraient peut-être été très forts, mais il avait quand même une idée dans le jeu. Bien sûr. Alors, grâce à ses assistants, peut-être, mais en tout cas, et c'est pour ça qu'avec Brad Stevens, c'est les deux qu'on cite, c'est que quand tu regardes un match des Warriors, mais comme les Spurs de Popovich, comme les Celtics, tu vois un style un peu différent. Tu vois que c'est pas, Pas trop juste stade- du pick and roll. Pas trop stade aux Celtics, mais bon, Ouais, c'est un autre débat. Mais moi, je suis surpris et j'attends avec impatience qu'un Le coach, prochain, qui ouais. arrive avec une idée. Et je suis persuadé que le prochain coach qui arrivera avec une idée pour casser cet excès de tir à 3 points et tout, ça sera un futur grand coach. J'en suis persuadé. Ouais. Je ne sais pas qui c'est encore, mais à un moment donné, le mec qui va arriver en disant arrêtez avec vos délires à 3 points, c'est beaucoup trop. C'est ce que Popovich dit, Ouais. mais il n'a plus l'équipe et peut-être plus non plus le coffre parce qu'il il vieillit. Mais le prochain mec qui dira non, mais en fait, il faut arrêter ces excès-là. Eh ben, je pense que ça sera un futur grand coach. Il y a Moi, j'ai peur en fait que ça s'empire en fait, parce que quand je vois un Damien et Steph qui commencent maintenant à shooter du milieu de terrain, t'as Lucas qui s'y met, t'as LeBron qui s'y met, je Ça se sais trouve qu'on que n'est même pas encore dans ça va apporter, l'excès. en fait, ça va se apporter trouve. quelque chose en fait, parce qu'à l'époque, faut pas oublier qu'on jouait sans ligne à 3 points. Et c'est à force que les mecs shootent, bon, ils ont dit bon, on va mettre une ligne à 3 points. Mais en fait, je me dis pas bon, on parle pas de ligne à 4 points. non, non, c'est Pitié. Tu vois, pitié. Tu vois, mais en tout cas, ça peut emmener quelque chose dans le. Parce que Steph, encore une fois, il a déjà changé beaucoup de choses en fait dans le basket. Et je me dis qu'il peut encore apporter une autre vague avec Damien. Maintenant, ça devient cool de Ouais, jouer Trae Young. Je reste persuadé que les mecs peuvent shooter sur les remises en jeu de leur camp et marquer. Je reste persuadé que une bonne attaque au basket, c'est de l'alternance. Et je partage la même chose. C'est de l'alternance. Et ce qui est bien avec l'adresse à 3 points, c'est que ça a élargi les défenses, donc ça laisse plus d'espace. Et que ça a rendu le basket un petit peu plus spectaculaire, et tant mieux. Il n'empêche que revenir aux fondamentaux de l'alternance dans le jeu, extérieur, inter, Passe, deux dribbles, passe, ISO, deux ouais. dribbles, une passe, Ouais, voilà, un ouais. système long, une ISO. Voilà, je reste persuadé que c'est clair. que faire ça, ça restera tout le temps du bon basket. Je suis d'accord. Il y a un autre point que je veux arriver, où on veut aller sur cette saison régulière qui est ennuyante, c'est les défenses. Et il y a ces grands débats, nos copains de l'équipe ont fait dans un podcast sur les là-dessus. Est-ce qu'on défend pas en saison régulière, Kevin? C'est pas qu'on défend pas. La motivation n'est pas la même qu'en playoff. Et je dirais, on a eu l'occasion d'en parler. Tout le monde est sur la même page en playoff. Tout le monde a envie de défendre parce que tout le monde sait que voilà, maintenant il faut gagner en fait. Là, on est arrivé au stade où maintenant il faut gagner. Il faut monter et on sait que si on gagne et qu'on va loin, on sera tous payés à la fin en fait. Donc Ah ouais. la motivation est pas pareille. Alors que pendant la saison, t'as différentes mentalités. Tu vois, moi j'ai toujours été dans une mentalité où, à part peut-être en 2013, j'ai toujours été dans une mentalité où je cherchais ma place. Donc pour moi, rentrer et pas défendre, c'est impossible, inconcevable, en fait. ouais. Je peux pas y Ouais. penser en fait. Je suis obligé. Ouais. Alors que tu as des mecs qui sont installés. Je sais que Gortat ou Néné, sur des actions, ils pouvaient se la couler douce. On n'avait pas forcément les sortir. Donc forcément, tu as différents types de mentalités. Maintenant, je dirais ça défend moins forcément qu'en playoff. Maintenant, les gars, ils défendent pas. Je dirais pas ça parce que tu les mets contre n'importe qui, ils marquent pas. On en revient toujours à ça, quand même. À un moment donné. Ouais. Voilà. Maintenant, on a juste. Après, voilà, vite fait sur le truc, on n'oublie faut jamais oublier un truc, c'est que les playoffs, ça reste les 16 meilleures équipes. Et donc, potentiellement, la moitié des meilleures équipes défensives de la ligue. Quand tu enlèves les 10 pires, bah, c'est les 10 pires attaques et les 10 pires défenses. Donc, Ouais, c'est ça. naturellement, les équipes sont meilleures. Alors, si tu rajoutes en plus l'intensité, l'implication, la motivation, ouais, bah, les défenses montent clairement d'un crescendo. Pour rester sur la défense, je trouve aussi que, alors, de toute façon, sur 82 matchs, on imagine qu'on est obligé de se gérer. Je trouve aussi que les options défensives aujourd'hui sont d'une simplicité rare. Alors, à part chez les Knicks, mais et chez notamment le Jazz aussi, qui défend plutôt bien. D'ailleurs, chez les Suns, on parle beaucoup de leur attaque, mais défensivement, c'est très correct aussi. Mais la plupart des équipes, maintenant, c'est on switch. On switch. C'est ce que disait PJ Tucker, on va le voir sur une déclat. C'est switcher. Du coup, maintenant, en fait, c'est très facile de lire les défenses des mecs. Attends, toi, non, c'est pas. Attends, je vais prendre un pick and roll, je veux toi. Attends, je veux toi, je vais faire un pick and roll. Et puis voilà, puis après, c'est du 1 contre 1. Ouais. Et je trouve que défensivement, il y a quand même. Enfin, on a tous un peu joué au basket, plus façon- que d'autres, certains, mais il y a quand même collectivement d'autres choses à faire plus intéressantes qu'on change. De toute façon, si on est honnête, si on parle vraiment, je pense que c'est aussi. La NBA, c'est ce qu'ils veulent. Déjà dans la raquette, tu peux pas rester plus de 2 secondes 9. C'est pas 3 secondes, c'est 2 secondes 9. Donc, tu peux pas rester. Donc, déjà, forcément, ça, le temps que tu sortes dehors pour aller clear, tu touches ton pied,
Tu reviens, il y a LeBron, il a peut-être mis un rider. Hein, tu vois, mais mine C'est de vrai que rien, ce truc de. mine de C'est rien, bon, oui, bah, ça me aussi- flingue. Ballon prisonnier. Ouais, voilà. c'est clair. Ou si un mec passe et tu le touches, tu vois, et là, ça remet au corps. Mais en fait, mine de rien, c'est pas comme en Europe où tu as 2 mecs dans la raquette cassée et qui. Tu vois, non, c'est pas pareil, en fait. Et la NBA, en même temps, je pense qu'ils veulent pas, ils sont plus. C'est les États-Unis. Il y a toujours un truc qui se passe. Ils veulent que ce soit qu'il y ait des highlights. Ouais, c'est Ils veulent voir. C'est pour ça quand tu vois un mec shooter et qu'il te met 60, il te met 60, mais il a shooté 60 fois. Tu vois, je veux dire, c'est pas. Ouais. Ils vont pas te parler du pourcentage. Non. Ils vont juste te dire, ah, il a mis 60. Ah, mais c'est vrai que la NBA, en tout cas, veut que Donc c'est ça. son sport, ce soit du sport-spectacle. C'est ça. Ils veulent qu'on aille voir un match dans une salle comme on va voir Céline Dion à Vegas ou Britney Spears, ta pote, et pas Britney Greener, pour le coup. Ils veulent qu'on Ah, aille. sur scène, je préfère aller voir Britney Spears. Et dans une salle de basket. Mais au en basket, revanche, je préfère aller voir Britney Greener. c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance, dont on parle tout le temps depuis 20 ans. Les règles ont changé pour favoriser un maximum les attaques et les super attaquants, puisque les meilleurs attaquants du monde sont en NBA, et le changement de règles sur la défense, le hand-check évidemment, les 3 secondes défensives, même si parfois on voit des petites zones match-up qui arrivent à se créer parce que les joueurs sont très intelligents et les coachs sont Et on censés voit être que les ça meilleurs. marche. Et que ça peut Miami, marcher. tout à Miami fait. l'année dernière en playoff, la zone match-up, elle marche. Bien sûr. Dallas, quand ils sont champions, la zone match-up. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, les gens sont tellement habitués à lire les défenses faciles en mode on switch que dès que tu leur mets une zone. Moi, j'ai halluciné l'année dernière de voir, et on avait fait une super séquence là-dessus avec Nico Batum, de voir comment Boston, avec Brad Stevens, qui est quand même un Ouais, bon c'est coach, clair. Avec des c'est- super joueurs de basket n'a sur le terrain. jamais réussi à attaquer sur la série. C'est vrai, C'est l'attaque de zone. C'est c'est fou. Ah, les mecs, ça c'est encore trop leur en demander. Moi, non, Bah, c'est quand même. Oh, à certain- non, faut payer des millions, Kevin. Non, mais en fait, vous réalisez pas. Vous réalisez pas que moi, quand j'arrive en NBA la première année, il y a des mecs, ils font des trucs que moi j'ai vu. J'avais 15 ans à Cholet. Au pôle, quoi. Quand j'avais 15 ans à Cholet, tu vois, il y en a, c'est des trucs, c'est basique. Hein. Il y en a, ils savent pas que sur la zone, la faiblesse de la zone, c'est le centre. Ils le savent pas en fait. Il y en a beaucoup et c'est encore, on parle de IQ. C'est pour ça que mine de rien, switch, c'est facile de faire ça en fait. Et surtout que maintenant, tu arrives dans une ère où tous les grands sont mobiles, tous les grands. En plus, c'est une fierté. Quand tu vois un Joel Embiid qui prend fierté, tu vois, il est là, il défend, il essaye d'arrêter le petit. Tu vois, c'est vraiment. Maintenant, on arrive vraiment dans cette ère où on n'a plus. Le défi direct. Voilà, c'est ça. Tout tu est vois. réduit à un défi. Un duel. Alors que le basket est quand même, il y a quand même plein de choses à faire collectivement, bien plus intéressantes. Absolument. Kevin, les gars en régie, si vous pouvez m'envoyer la déclat de Barclay, j'aimerais qu'on la prenne et que tu me dises ce que tu en penses. Alors on sait que les anciens des années 80-90 sont Encore très plus Barclay. Hein. encore plus Barclay. Donc avant mon arrivée en NBA, c'était la vraie NBA. Michael Jordan face aux Bad Boys de Détroit, c'était la vraie NBA. Aujourd'hui, c'est très soft. C'est vrai que c'est soft, mais je pense que cette génération, ils ont un problème d'évolution. Voilà. Maintenant, au bout d'un moment, il faut évoluer. Le basket a évolué. Si on en était, si t'as des mecs qui te parlent, bah oui, il y a même pas de ligne à 3 points en fait. Alors, ouais, mais maintenant, je suis à 3 points. Nous, on jouait sans ligne. Et tu joues encore en converse, quoi. Et voilà. Relou, Au bout d'un moment, il faut évoluer. Tu sais que c'est la même chose un peu que je dis, bon, avec le vaccin. Ah. On avance, les moyens sont plus les mêmes. On est en 2021, on n'est plus en 1969. Et on avance, en fait, au fur et à mesure. Ils vont pas prendre 15 ans à faire un vaccin. C'est pas vrai, ça. Faut être honnête. Tu vas dire, maintenant, on a les moyens, et puis tout le monde s'y est mis. Donc c'est la même chose. Je trouve que cette génération, ils ont du mal à avancer. À chaque fois, je les vois critiquer ou ils parlent de leur génération. Même, tu vois, sur le cas de LeBron James. Que LeBron, il pourrait pas jouer dans les... Dr. J lui a mis un bon tacle cette semaine en disant qu'il ne le mettait il est pas dans dans son une top super 2 team. parce que c'est lui qui a lancé la mode des super Alors teams. que c'est pas vrai. Un peu sévère. C'est pas Oui, vrai. c'est pas T'as Paul Pierce avant, ils ont fait la même chose. Tous Après, les c'est mecs. ce truc du vieux Voilà. con qui défend Voilà. son bras. C'est ça, mais tu vois, Voilà, mais c'est vraiment pour dire que. La Ligue des Champions, c'était mieux en 93. Mais c'est vraiment, en fait, au bout d'un moment, c'est. Pas sûr, quand Faut pas même. être contre l'évolution, en fait. Tu vois. Mais après, C'est comme- ils défendent leur steak. Mais il y a quand même une réalité dans sa phrase, c'est que la NBA et les joueurs... Enfin, d'abord, la NBA est devenue vachement soft. On atteste, tu mets un Thomas Martin, un mec, Sean Kemp, il fait ça. Et ben aujourd'hui, il fait ça. Je pense qu'il se retrouve dans les vestiaires. Quoi. Alors que ça nous régale. Pourquoi Charles il parle des joueurs, pourquoi il parle pas des arbitres? Pourquoi il parle pas des ordres qui sont donnés voilà. de tout en haut aux arbitres pour rendre la NBA plus parce soft? que c'est eux qui c'est eux qui font le chèque. Parce que les entraînements, c'est quand nous on s'entraîne, Ça joue dur. ça joue, hein, ça se rentre dedans. Hein. Ça va, limite, ça va à la baston. J'ai vu plusieurs bastons.
Ça va la basse. Ah, t'as vu qui? Ça m'intéresse. Non, mais bagarre. Une petite baston, tu veux une petite baston comme ça? Ouais. J'ai vu Trevor Ariza, Jordan Crawford. Ah ouais? Pas mal. Qui a gagné? Je pense Après, ça que se séparait, non? Jordan. Ah ouais, il est chaud. Il lui a mis un sacré gauche. Je pense que c'est Jordan. C'est vrai? Ah, Et genre, ça a arrêté en plein match. Genre, En entraînement, ça a en poussé le son partout. Honnêtement, il lui a mis une gauche et après, il a commencé à parler. Il a dit voulez-vous battre? Vous savez même pas vous battre. Et il a commencé, c'était un truc de ouf. J'étais derrière, honnêtement, tu m'aurais dit des popcorn, j'aurais été là. Et les gens, ils sont quand même venus séparer vite. Tout le monde est venu séparer, oui. Ah, Mais ok. j'ai déjà vu, le plus marrant que j'ai vu, je crois, c'est Javal Magui essayer de se battre contre John Wall. Ah ouais, c'est Et en Ah fait, ouais, il y a- Javal s'est mis à la hauteur de John. Mais en fait, l'homme, il est spécial. Et il s'est mis. Ah oui, parce que pour les Américains, il n'y a pas de jambes. C'est vraiment de la boxe anglaise, en fait. Pour eux, c'est tout. Dès que tu fais un truc, ah vas-y, square up. C'est la première chose, en fait. Il n'y a pas, tu vois. Et les mecs, j'ai déjà vu ces trucs-là. Moi, j'avais rigolé. Quand j'avais vu Javal se mettre à la hauteur de John, tu vois qu'il est grand, Javal. Bah oui. J'ai dit, mais. Ouais, comme ça, je regardais. Et après je sais qu'il s'est tapé contre André. Et André lui a mis une raclée. André Et Blatch. Ouais. André, ah ouais, il Ouais. était monté. Mais ma première année, c'était vraiment. On ma peut première juste dire bravo déjà de vouloir y aller contre André Ah Blatch. ouais. Bah, ma première année, c'était le ghetto un peu. Hein. Apparemment, Honnêtement, ouais. apparemment, c'était le ghetto. C'est la réputation qu'on avait, Ah. ou les échos qu'on avait, c'est que c'est le vestiaire des Wizards, c'était bien ghetto. hein. Ouais, c'était le ghetto. Juste, vous l'avez dit deux fois les gars, on l'a pas pris, j'aimerais prendre la déclat de PJ Tucker qui dit il n'y a plus de vraie et pure rivalité en NBA LeBron, de nos LeBron. jours. Non, c'est PJ Tucker. Ah bon Il n'existe plus ce sentiment de compétition, on les ressent plus de tel quel. C'est LeBron qui avait dit ça, conf de presse Heat 2013, donc tu as raison, mais je crois qu'il avait marqué PJ, autant pour moi. Donc, et c'est vrai, quelque part, les rivalités, ça explique aussi peut-être, c'est l'une des raisons pour lesquelles le basket est soft. Le seul qui accepte les rivalités, j'ai l'impression que c'est Westbrook. Lillard. Il y a Lillard aussi, ben avec Westbrook. Avec qui d'autre? En fait, Westbrook, il a ce truc détonnant vis-à-vis des autres, à parler, à faire ses trucs, nanana. Donc du coup, ça crée des rivalités. Nous, ce qu'on regrette, c'est que LeBron, le meilleur joueur de clairement Soit- sa génération, soit pote avec tout le de monde. loin, ouais, il est archi pote avec tout le monde. Mais- Alors, il est comme ça, vas-y, tant mieux. Hein. Mais Mais, je croyais que c'était ça que les gens voulaient. Quand à l'époque, ils se rentraient. Thomas et Jordan, par Voilà, exemple. quand ils faisaient trop de trucs, il y avait plein de gens qui se plaignaient. Ouais, mais ça, les joueurs, nana, maintenant. pas nous, hein. Non, mais par exemple, il y en a beaucoup. J'ai souvent entendu ça, par exemple. Ah, moi, je préfère Derrick Rose, je préfère Kevin Durant parce qu'ils sont humbles. À chaque fois qu'ils marquent, genre, ils ont pas, tu vois, ils font sont pas humbles. de Et voilà, ils font pas de trucs, ils font pas, ou ils portent pas leur, bon, voilà, ils font pas de signes. Donc du coup, automatiquement, maintenant que c'est comme ça, tout le monde se plaint. Donc en fait, ça me fait rire parce que c'est à chaque fois, maintenant ça va redevenir comme Il y a avant. toujours les gens qui Il y a- critiquent. quoi. ils vont toujours Quel que- critiquer en quel fait. que soit tu le vois. J'ai envie de finir en vous posant une question. Si vous deviez essayer d'amener des choses nouvelles pour essayer de rendre la saison régulière un petit peu plus intéressante, vous feriez quoi? Une Ligue 1, 16 équipes déjà. hein. Non, C'est pas simple parce que c'est une question que beaucoup c'est se très posent. difficile. C'est pas simple. Hein. C'est très difficile, mais en tout cas, on a abordé quand même ce sujet du fait que la NBA veut que ce soit tout lisse, à mettre des techniques, à mettre des amendes à tout va et tout. C'est normal de tenir les mecs parce qu'on veut pas qu'il y ait de débordement. Mais en fait, un match de basket et les Américains dans les défis, moi, ça me fait chier que les joueurs ne puissent plus se parler, ne plus. Ouais. Ça ajoute tellement de grain en fait. Ouais. Ah ouais, je t'ai marqué un panier, bah vas-y, reviens maintenant. Et Ouais. qu'il y ait ça en fait, ça Mais ça fait- dénature surtout que ça complètement fait- le sport en Ça général. fait partie de l'ADN du basket, Alors, en plus, encore au plus. sens large, Ouais, la et de la NBA, ouais. Mais complètement. Non, mais Moi, bien ça sûr. m'embête un Et peu. puis dans le basket tout court. Ouais. Dimanche encore, je jouais. Malheureusement, moi, je suis devenu un peu un joueur du dimanche à l'heure actuelle. Bon, c'est pas permanent. C'est que tu entends. Hein, C'est permanent, c'est Il permanent. arrive. Il Ça, arrive. ça arrive à des gens bien. C'est hein. permanent. Donc je jouais encore une fois. Et tu parles en fait. Naturellement. Tu parles, ça fait partie du jeu en fait. C'est n'importe où, à n'importe quel niveau. Ça, c'est vrai. Même un petit frère qui joue contre son grand frère, il y a du trash talk en Tu fait. joues contre ton Il y a un père, arbitre, ton frère. il y a un arbitre qui va dire allez, toi tu vas dormir. Mais non, ils ont le droit de se parler, tu vois, Ah, c'est clair. ça fait partie du jeu. Quand je vois un Lucas juste parce qu'il a regardé l'autre, il se fait injecter, c'est vrai qu'à un moment, mais encore une fois, tout le problème, maintenant que je suis plus joueur, je peux le dire, le problème vient des arbitres. Et il faut le dire en fait. Les arbitres ou des consignes. Des arbitres et des Les deux, consignes, les tu deux, vois. ouais, Et des consignes. Après, ça changerait. Si le trash talk revenait sur. à la mode, ouais. Ouais, ça changerait pas notre désintérêt pour la saison régulière. C'est vrai. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des idées pour essayer de rendre cette saison régulière un petit peu plus passionnante que cette saison. Après, voilà, on a quand même fait. On a été un petit peu à charge là sur la saison régulière et la NBA. Il n'empêche que ça reste la plus belle ligue du monde et qu'on adore et qu'on ne Bien pourrait sûr. pas. Et que dans se 3 passer- semaines, on est à fond Voilà, dans les et qu'on playoffs. pourrait pas se passer évidemment de NBA. On va passer sur un mec qui lui défend, fait une énorme saison régulière et d'ailleurs c'est très intéressant de le voir,
c'est le MIP, on imagine, unanime. J'ai oublié, c'est Julius Randle. Waouh, allez, la nuit a été courte. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! En début de saison, on a fait un débat sur les Knicks parce que ça marchait très fort. On s'était dit, on le fait maintenant parce qu'après, on sait que ça va exploser. Comme ça, on parle des Knicks une fois dans la saison. Ah ben non, voilà, nous revoilà en train de parler des Knicks et de Julius Randle qui fait une saison exceptionnelle, honnêtement, en termes de stats. Les Knicks sont 4e de la conférence Est. Regardez ces stats de mammouth, plus de 24 points, plus de 10 rebonds, plus de quasiment 6 passes, pourcentage à plus de 42% à 3 points. Tous ces 4 premières stats, c'est des carrières high pour lui. Kevin, est-ce que tu es surpris de voir un tel niveau de ce joueur-là? Oui. Je suis surpris à tous les niveaux. Je pensais pas que même les Knicks, quand ils l'ont récupéré, je pensais pas qu'ils s'attendaient à ça. Moi, j'ai joué contre lui plusieurs fois, que ce soit pendant la saison ou même. Bon bœuf, hein? Ouais, il est assez costaud. Après, moi oui, c'est bon, t'as de quoi encaisser, mais. C'est mon truc. Mais en tout cas, ça a toujours été un bon joueur. Quand il arrive aux Lakers au début et avec D'Angelo, moi, j'étais à Los Angeles et cet été-là, je m'entraîne à la Clippers Facility. Donc, du coup, il y a beaucoup de joueurs qui viennent, en fait. Donc, on joue, il y a Westbrook, il y a plein de gens qui viennent. Et ils faisaient partie. Ils sont venus, les Lakers, ils sont venus 3 à 4, 5, ils sont venus. En fait, ils ont joué, ils ont fait leur équipe, ils sont venus, en fait. Et je le trouvais fort, mais je le trouvais pas incroyable pour moi, personnellement. Et c'est vrai que là, au niveau auquel il joue, moi, honnêtement, je suis surpris. Pour moi, je peux pas dire que je le savais ou que je l'avais prédit, en fait. Il est vraiment fort. Tom, on savait qu'à Kentucky, c'était un potentiel physique, un potentiel de talent aussi, gaucher, comme on aime bien dire, les gauchers tricheurs. Mais on a l'impression quand même, quand on le voit aujourd'hui, que c'est un mec qui a bossé. Parce qu'il n'a pas juste attendu que son talent explose. Oui, il y a un truc que j'ai envie de mettre en avant, c'est combien ce mec-là a mis à profit sur l'intersaison, qui a duré des semaines. La différence entre le Julius Randle de l'année dernière, de sa première année des Knicks, où il croquait, il était venu pour faire des stats, pour assurer, je pense, une continuité sur des contrats à 20 millions. Il croquait tellement, il avait des morceaux de cuir entre les chicots à la fin des matchs. Il dormait avec un peu de pain. Il croquait de ouf. Comment cette intersaison a été bénéfique dans son jeu d'abord, parce que voilà, on a l'adresse à 3 points, ça c'est parce qu'il a bossé comme un taré, je pense, par son leadership, et ça c'est quelque chose que j'ai du mal à l'imaginer, mais tout le monde, quand ils ont drafté Obi Toppin, c'était pour l'imaginer être titulaire. D'ailleurs, on se posait un peu la question. En fait, dès le premier match, il y a personne qui a remis c'est clair que en question. On va pas se mentir. On s'est posé la question de savoir est-ce que tu commences avec Obi Toppin parce que Randle, c'est peut-être sa dernière année de contrat. On y reviendra tout à l'heure sur son contrat. Mais en fait. Et donc la troisième chose, donc après leadership et donc le fait qu'il ait bossé, c'est son côté all-around et le fait qu'il implique les mecs. Là, on parle d'un mec à 6 passes. Ouais. 24, 10, 6. C'est énorme. Il n'a jamais été mauvais passeur, il était plutôt vers 3 passes par match. Mais là, avec le volume de ballon qu'il joue et sa manière d'impliquer les autres, j'ajoute à ça, c'est step back fou, c'est TJ à 3 points en déséquilibre et tout. Ouais, ça devient un joueur qui est peut-être en surchauffe. Ça, c'est une autre question qu'on pourrait se poser, parce que bon, faudrait qu'il dure dans le temps. Mais en tout cas, on a là en présence un franchise player. Et puis des Knicks, tant qu'à faire. On compare sa première saison Knicks avec cette saison cette année. La grande différence, c'est un coach. Ouais. C'est Tom Thibodeau. Et on sait que certains joueurs, à part le Broad, des fois, ils ont besoin, ils trouvent des déclics parce qu'ils trouvent un coach. Et là, on a l'impression qu'avec Tom Thibodeau, il lui a mis un terrain de jeu très intéressant. On va prendre cette déclaration. Randle est un acharné. Ce n'est pas un hasard s'il fait une saison de ce genre. Il a été déterminé à changer les choses. Il me rappelle Patrick Ewing. Et on revient sur le taf et sur cette intersaison. Et quand il compare à Patrick Ewing, c'est que Patrick Ewing était tout le temps le premier à la salle à bosser, à montrer l'exemple. Et c'est ce que fait Julius Randle. Tom Thibodeau lui a quand même donné un terrain de jeu où on maîtrise le basket. Je le répète, ce que font les Knicks en attaque, c'est rien de rare. Par contre, c'est maîtrisé. On ne met pas les ballons dans les tribunes. On ne shoot pas 14 fois d'affilée à 3 points première intention. Il y a un cadre. Et dans ce cadre-là, une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie-là, Julius Randle a souvent les tirs importants et la création. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on rappelle qu'il joue quand même avec un meneur comme Elfrid Payton, qui, malgré ses qualités de all-around et tout, et de vrais meneurs de jeu d'ailleurs, n'est clairement pas un top meneur de la ligue. Mais quand tu vois l'apport de Derrick Rose, où tout le monde se posait des questions, pourquoi ? En fait, on s'est rendu compte que les Knicks, ils jouaient les playoffs. On avait eu ce débat il y a plusieurs semaines où on disait, et si les Knicks allaient au titre, c'était évidemment pour rire. On n'imaginait pas les Knicks continuer à être réguliers. Non seulement ils ont été réguliers, mais en plus ils ont progressé. Ça, quand même, au bout d'un moment, bravo à Thibodeau, t'as raison, mais bravo à Julius Randle qui, quand je dis franchise player, franchement, c'est pas usurpé cette saison-là. Il est All-Star en puissance, il prend sur les épaules une franchise qui est cata depuis plusieurs saisons.
Moi, je suis bluffé et surpris et bluffé, en fait. Kevin, si on te dit qu'on compare Julius Randle à Larry Bird, c'est un peu abusé. Pourquoi Larry Bird? Parce que regarde, on y C'est- arrive, c'est- t'inquiète après- pas, tonton. Après, Comment quand tu le vois jouer, après, Non, c'est non, un- non, c'est un- Larry Bird, pas non, Larry, Non, pas Larry mais Bird, juste parce que pas le Larry tableau Bird. vidéo, Ok, c'est parce ok, que ok, Julius ok. Randle, donc seul joueur de l'histoire avec Larry Bird, a réalisé une saison D'accord. en plus de 20 points, plus de 10 rebonds, plus de 5 passes et à plus de 40% à 3 points. Parfois, les C'est stats comme ça, elles sont Bah, tu usurpées. vois, Là, pour le coup, c'est une non, vraie stat. non, c'est mais- pour ça que je voulais le comparer à Oui, Larry Bird, évidemment que ça n'a rien à voir. Ces stats-là, ces stats, ils en trouvent. Honnêtement, Voilà, ils sont on en capables de trouve dire. trop. Ils ont dit Attendez, il a, oh, il est, ouais, il est- vous il calmez a un 5 peu. claquettes laissées devant le sauna et honnêtement, ils vont trouver des stats incroyables à chaque fois. Il y a mais tu as toujours une raison, stat. tu as Il y a raison. toujours Alors, une stat que par contre, personne ne sait. Au-delà de la comparaison de Larry Bird, on est pas. Il fait 20, 10, 5 et 40% à 3 points, c'est un truc de malade. Hein. On a bossé pour cette stat. Merde, tu es en train de nous la détruire comme ça. Là. Putain, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le désintérêt de la NBA, il n'y a pas aussi trop le surplus de stats qui servent à rien. C'est vrai, Peut-être. si, hein. c'est vrai. En tout cas, bon bref, on voulait faire cette comparaison avec Larry Bird, qui apparemment c'est de la merde. Hein. Et bon, elle s'arrête là, en tout cas, la comparaison avec Larry Bird. J'aimerais maintenant qu'on aille sur la suite. Et c'est ça qui va être intéressant quand tu as un joueur comme ça qui montre par son exemplarité dans le travail, dans les résultats, il va certainement arriver à un moment donné se pencher pour dire comment on construit aujourd'hui autour de Julius Randle. Déjà, on va aller sur les contrats, Tom, de Julius Randle. Il Tout à a fait. signé 2+1. Ouais. Il sera en player option l'année prochaine. Qu'est-ce que tu fais si tu es les Knicks? Max. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Max? Max. En tout cas, lui, il va demander le max. Est-ce que tu lui donnes? Oui, je lui donne. T'es obligé de lui donner? La franchise ne fait rien, ça, j'y étais. La franchise ne fait rien. Je les connais. Ça fait un moment qu'ils font rien en fait. Donc si t'as un joueur comme ça, là, cette année, ils vont en playoff. Ils sont 4e. Ouais. Ils sont 4e, et pourquoi on pas le payer en fait? Ça aurait aucun sens de le laisser partir et de pas. Tu vois, Capitaliser sur lui. c'est prendre un risque et se dire que l'année prochaine, on retombe dans un gouffre. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il a quand même un peu changé la franchise, et puis même la franchise, elle a changé. Ils ont changé le coach, ils ont changé le front office, ils ont changé beaucoup de choses qui font que j'ai l'impression que maintenant, ils sont plus concentrés sur le basket. Tom, je sais que toi, tu le paierais, mais tu lui filerais pas le max. Alors déjà, j'ai dit une bêtise, c'est une team option, une la team 3e option. année. Donc on imagine, pour le coup, les Knicks l'activer, ce serait dommage, et pourquoi pas se mettre d'accord pour la suite. En fait, le truc, c'est que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas en surchauffe? C'est une question à laquelle lui-même, je pense, n'a pas la réponse. Lui, il dira que non. Hein. Parce qu'on Mais- les connaît, c'est vrai qu'on les connaît, Kevin, les mecs qui font des Sont- saisons de MVP en stats et qui derrière tu Avant les les payes, fins de contrat. et derrière tu les payes et après tu te les fans Voilà. pendant 4 ans avec des stats kata. En fait, le truc, c'est que Et si tu les payes... Pendant 3 ans, il joue pas, et la dernière année, il joue et il re-signe. Voilà. Oh, ça, C'est ça, connu. on a vu Expert, dans tous les sports en C'est NBA. connu, c'est connu. Donc voilà, est-ce qu'il n'est pas en surchauffe? Les Knicks peuvent pas se permettre de laisser partir. T'imagines si il est transféré en cours de saison ou truc, les fans qui vont dire voilà, après, au bout d'un moment, vous voulez pas gagner, vous pouvez pas gagner. Ouais. Donc tu es obligé de trouver un accord avec lui. J'espère pour les Knicks que ce ne sera pas le contrat max. Mais en tout cas, il mérite. Autre question, mon honnêtement, du cash. en tant que fan des Knicks, j'ai clairement envie qu'il reste parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est très cool. Et en plus, les Knicks se remettent à gagner. Et ça, le mec, le leader qui remet les Knicks sur la carte NBA, déjà, tu dois lui donner du crédit. Ça va avec l'essence des Knicks. Maintenant, il va falloir que cette équipe continue à progresser. Comment entourer Julius Randle dans l'avenir? Quel type de joueur? bonne question. Sur les profils? Comment En vous tout cas, tu as imaginez du ça? cash à dépenser. Là, je regardais un peu les mecs qui seront disponibles à la Free Agency 2021. Donc, tu as du Kyle Lowry, tu as du DeRozan, tu as du Otto Porter, du Oladipo, tu as quoi? Du Tim Hardaway, Dennis Schroeder, Evan Fournier. Voilà, bon, pour les joueurs les plus importants, il y a les player options aussi de Chris Paul, Kawhi, mais bon, on les imagine pas. Est-ce qu'un mec comme DeRozan, ça peut pas faire l'affaire pour je pense jouer à On rappelle Paul? qu'il y a RJ Barrett qui fait une super saison. Ouais, Je pense sais. qu'avant de partir sur le poste 2-3, je pense qu'il déjà lui faut un bon meneur. Un vrai Il faut un meneur. vrai- Alors, il y a meneur. Emmanuel Quickley qui fait une super Voilà. saison de rookie, mais quand tu dis meneur, c'est plus dans le meneur au sens académique du terme. Voilà. Comme Payton pour l'instant. Comme Payton, en comme plus Payton, fort. Chris Paul. Bon, voilà. Un Kyle Lowry, ce serait ou même- incroyable. Hein. Ou même en soi, pas forcément Pas plus mal. fort. Hein. Quelqu'un qui sache mettre les balles où il faut mettre les balles, organiser le jeu. On n'a pas ouais. forcément besoin d'un mec qui va te mettre 30 points. Il est là pour ça. Tu vois, je veux dire. Et je me dis qu'après, à l'intérieur, il faut un bon poste 5. Qui défend, après, voilà. Alors, Michel ils Robinson. ont, voilà. ils ont- Non, mais- ils ont Michel et- Robinson et Nerlens Noel qui est beaucoup qui- blessé et Nerlens Noel Et qui- Gibson, même. Et ça ton pote Nerlens Noel. 70 millions. Loris. bah, lui. Non, mais tout à l'heure, on a parlé des Marcus parce que je l'aime bien, les Marcus. Hein, mais ce qu'il refuse à New Orleans, pour moi, c'est inacceptable. Hein. Et d'ailleurs, il le paye. Ah, Quand ouais. je le vois, il le paye. Ah, Il le ouais. paye, il le paye. Qui refuse, c'est inacceptable. Mais bon. Est-ce que, alors, Pour moi, je tu sais pas si ça refuses pas. pourrait se faire, mais est-ce que à Free Agency, tu peux pas aller chercher un Mike Conley ou un Kyle Lowry? Tu vois, alors Kyle Lowry, il y a les rumeurs avec Philly et tout, il est bien à Kyle Lowry, Toronto. ça serait bien.
Ah, pour Kyle Lowry, ce serait Kyle Lowry, ce top. serait top, Mais quand est-ce que même. c'est pas ses Avoir meilleurs Keltaro, d'expérience, là, tu vois Mais avoir- il faut quelqu'un qui aille quand même avec le méca de New York quand même. Je C'est pense que le Kyle New Lowry, il Yorker. fit avec ça. Voilà, il faut un bosseur, il Je faut vois un mec comme qui se bat. Comme il incarne encore d'ailleurs les Raptors et la ville de Toronto, je le vois parfaitement. Ce dernier défi, un dernier défi, Bon, tout moi, à ça fait. peut, chez j'irais les d'abord à Knicks. Philly, mais bon, dans le passé. Et DeRozan, du coup? Alors, il y a déjà DeRozan, on en a parlé. Moi, le problème, c'est que c'est à un moment donné, les Knicks sont des gourmands. Là, t'es quatrième, du coup, ils vont dire attends, il faut qu'on construise une équipe pour être champion. Ah oui. Ils sont pas fous. Est-ce que, à un moment donné, avec ton leader Randle, est-ce que DeRozan, t'as pour moi deux numéros 1 qui peuvent déjà. Et c'est ça. Il faut être. Tu vois, je n'arrive même pas à l'expliquer. Non, Pour moi, il faudrait un mec plus charismatique que DeRozan. Alors qu'il est exemplaire avec des Spurs. Hein. Ouais, bah, Et un mec qui va venir et rentrer dans le système et pas forcément chercher à être l'homme. Devenir le Parce Et, que- système. et puis parce que, DeRozan c'est ça, défend pas. DeRozan défend pas assez pour Ok. les Knicks. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Puis n'oublions pas qu'à côté, il y a quand même déjà R.J. Barrett qui progresse. Ouais. Peut-être pas aussi vite que certains le voudraient, mais qui progresse défensivement. Et on peut parler aussi défensivement. Randle, là, on voit l'effet Thibodeau sur des changements des fois. Quand il se met à défendre sur les petits et qu'il est fort sur les appuis comme ça aussi, il fait kiffer. Je trouve qu'il a énormément progressé aussi Ah ouais. défensivement. Pour vous, dernière question, Randle, MIP unanime de cette saison? Aucun souci, oui, à l'image de Paul George quand il est devenu de bon joueur à All-Star, machin. Il y a tout le temps des noms comme ça. Il y en a un autre qui m'est sorti de la tête, je vais le retrouver d'ailleurs. Mais oui, quand tu passes de bon joueur établi en NBA à en fait Oui. franchise player, on en est là, Si dans c'est une pas grosse lui- équipe. Si c'est pas lui, c'est qui? Ouais, bah, bonne question. Question. Bonne Dites-nous question. dans les commentaires si c'est pas lui, c'est qui. Non, il faut, ouais. Mais oui, bon, je pense pas. Mais en Moi, tout je cas, Julius Randle régale avec les Knicks et devrait récupérer logiquement le titre de MIP de la saison. Siakam, évidemment, par exemple. Siakam, voilà. En tout cas, moi, Randle, certainement MIP, mais le MVP du quiz, c'est moi en ce moment. Oh Le quiz tout de suite. Aucun. It's Lillard. He got the shot off. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et aujourd'hui, je suis content parce que j'ai Kevin et on en a parlé un peu en off. Il est très très chaud. C'est bouillant. T'as envie de te racheter, j'ai l'impression. J'ai envie. Maintenant, la réalité, je sais pas, mais en tout cas, oui, j'ai envie. Apparemment, t'as adapté le quiz. Et, oui, c'est à deux doigts. Si je te l'envoyais, c'était peut-être aussi facile. Mais on verra. Est-ce que tu sais que t'es en présence d'une star, là, maintenant hein? Tu sais que c'est Ah la ouais nouvelle star Ah, du Twitch. oh là 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 C'est- là là là. On Il est l'appelle pas le bras longtemps. droit d'Alexandre Ruiz. Ah ouais, oh là là, oh là là. Resta. Il faudrait que je me connecte. Je l'appelle Moi, Alex. je stream des fois, donc je place mon truc vite fait. Très bien, n'hésite pas. Resta et gros baiser en plus. Enfin bref. Oh, oui. Il a des infos. On commence. Je me suis bien marré. Alors, j'ai fait des rébus. Voilà. Ah, Ça oui. fait longtemps que j'en ai pas fait. Je rigolais tout seul avec Jérémy. Et je les ai testés sur Jérémy. Normalement, ça marche bien. D'accord. En tout ok. cas. On va envoyer le premier. Il faut que vous soyez bon. What? J'ai la dalle. Janis. Michael Gilaval? Non, alors c'est un cerf, vous l'aurez reconnu. Oui, oui, oui. Janis. Serge C'est Gilaval. Kevin Séraphin. C'est un cerf qui a faim. C'est un cerf. Mais non. Oh, wow. Ah, non. Kérim Séraphin. Oh là là. Voilà. Séraphin. Séraphin. Oui. J'ai la dalle. Waouh. Séraphin, what? Bon, moi, je peux arrêter le quiz ici. Ah ouais, Mais on va attends, continuer. Il en reste 5. Oh la vache. Oh là. Ça, c'est le mec de Windows 13. Bah oui, Oh là. Pedro, il s'appelle, non? Pedro. ouais. Pedro, mais Pedro n'a aucun intérêt. Ok. Ah, ok. Et il dit Ola, quoi. Ola, Ola Oasis. Ola Juan. Ola Juan, bien Oh sûr. non, mais attends. Ola Juan. Ola. Allez, on enchaîne. Je pense que la prochaine fois, les gars, Richardson, cette Quentin. partie-là, je partirai. Quentin c'est vrai. Richardson. Voilà, Quentin Richardson. Richardson, le Quentin fils Richardson. de Richard Gasquet. exactement. Ah Très ouais, bien. oh la vache. Oh. Oula, j'ai dit. Oh, c'est qui ça? C'est qui ces mecs-là? Gna, gna, gna. Ils sont dans un endroit. Niaf. Bargnani. 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 Ah ouais. Oh là là, waouh. Oh, Jamais, Kevin. jamais. Mais ça, c'est quoi ça, toi aussi, c'est quoi ça? Ouais, la prochaine fois, je pars à... Quand tu coupes, tu dis, le quiz, je pars. Il en reste 2. Ah, c'est quoi ça, attitude? Oh. Ah, Shintabi. Achille Allez, il en reste un dernier. C'est bien que t'aies mis Vic pour la bite, que t'aies pas mis une évidemment. verge veineuse. De Niska. Odeur. Niska, t'as dit, c'est SCH. T'es dans le bon. J'ai dit. T'es dans le bon. Niska, Denis. Denis, SCH. Odeur. Denis Schroeder. Denis Schroeder, bravo. Oh. Bon. C'est remporté haut la main par Thomas. Denis Denis Schroeder. Schroeder. Oh.
Mais où sommes-nous? Bon, j'y vais, les gars. Non, Non, les gars. Kevin, parce que c'est maintenant que je t'attends. Ah, Ah, ouais, c'est pas ce que t'as dit tout à l'heure. Il a dit. Je t'attends exactement maintenant. C'est pas le qui suis-je. On va aller sur une énumération. Vous allez devoir me donner les joueurs de la des draft. Pacers qui ont joué en 2016-2017, dernière saison de Kevin Séraphin. Kevin Séraphin. Oh commencez. my god. Oh la vache. Faut que je donne toute la liste? Non, Non, un par un. Un Aaron par un. Brooke. Attends. Aaron Brooks. À moi donc, hein. Ouais, Paul et- George. Paul George. T'as pas intérêt à perdre, je te le dis, Kevin. Roy Hibbert. Non, il est pas. Ouais, non. Non. Roy Il Hibbert. est aux Lakers. Mais non. Aïe, aïe. Ouais, non. Oh, c'est À vachement- moi. Il était même pas. T'as t'as le droit à une bavure parce que t'as Vas-y. gagné Il celui-là. était même ok. pas dans la ligue en plus. Je suis même pas sûr à ce moment. bon il était- Il y en a ouais. 16 en tout. Il y a Al Attends, Jefferson. Attends, Eh, surtout. Ouais, Ah, j'en ai un. Attends, t'as dit? Il a dit ça. Non, mais moi, j'ai non. une bavure. Il Ah, a oui, une ah, bavure, ah, il s'est oui, trompé. bah, J'en ai un. Al Jefferson. Ah ouais. Allez. Ah, gamin. Attends. Je vous Oh, attends. si tu m'as eu là. Il est là. Ok. Numéro 7, oui. À toi. Oui, je sais qu'il est là. C'est sûr qu'il est là. Attends, Ellis. Monta Ellis. Ah ouais, c'est CJ Miles. CJ Miles, bien sûr. Ah ouais. J'ai aucun souvenir de cette équipe, elle m'a pas beaucoup marqué, je vais pas vous mentir. Ça me fait pas plaisir ce que tu dis. C'est pour ça que je te le dis. Ah, il, savais reste, que j'aurais il pu reste- partir. il reste des vrais Attends, gars. c'est Paul George avant le transfert. Il Il a reste des gars qui sont restés après quand même chez les Pacers. Les mecs, ils sont restés après Mais- George Hill. Non, pas George Hill. Attends, Je fais des erreurs. Moi, je connais toute l'équipe, donc Ouais. j'aurais pas de. Vas-y. Tu vas pas perdre. De quoi? Ok, vas-y à toi. Jeff Teague. Jeff Teague. Ah, Jeff Teague. Tyler Hansbrough. Non. Ah, Bon. non. Bon, écoute, Il y a qui tu d'autre Vas-y, fais-nous peux là. faire. Hein. Arken Christmas. Ouais, Ah, Robinson. ouais. c'est quel Robinson Glenn. Glenn Robinson. Ah ouais, bien sûr. George de Utah qui joue à Utah. Ouais. George Niang. Ouais, George Ah oui, Niang, c'est il est Ouais. là. Stucky. Ouais, Rodney Rodney Stucky. Stucky. On avait qui dans le vestiaire? Paddy CJ, Paul George, Voilà. Jeff, Je me souviens de cette équipe. Aaron Brooke. Elle Ouais, était c'était rincée. là. On avait celui, comment il s'appelle? Ah, le poste 4. Il jouait à Philly aussi. Thaddeus Young. Non, Thaddeus Young était Thaddeus là, Young, mais ouais. il y avait un autre aussi, genre un peu dans le même style que moi, un peu plus nounours. Oui, oui, Ah, oui, mais oui, qui oui. La c'est, Voyalène La voix, La Voyalène. La Voyalène. On avait Lavoy, Il y avait aussi Mike Turner. Miles Turner. Et je pense qu'on les a quasiment tous fait. hein. Pas mal. ouais, on a- Ouais, on a bah bravo. tout le monde. Bon, Ouais. si tu le prenais pas, j'étais un peu déçu, je te cache pas. Mais félicitations, on peut finir avec le qui suis. Allez, vas-y. Qui suis-je qui a été envoyé par mon ami Jeg sur Instagram, qui nous régale dernièrement. Je suis né le 9 août 1977 à Portland, Oregon. En 97, je fais une première année universitaire dans une petite fac de Californie. Je décide de revenir dans mon Oregon natal et je dois patienter une année avant de pouvoir jouer à nouveau. Attends, il est né là, c'est quoi l'année? 77. 97. Il est né en 77 et là on est en 97 à la fac. Je fais une première année universitaire dans une petite fac de Californie. Je dois patienter encore un an. Hop. 14 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne en 24 matchs. Loin d'être suffisant pour pouvoir me présenter à la draft 2000. J'entame une carrière pro par la petite porte, après avoir été drafté 39e en 2002 par l'équipe J-League de Charleston, où j'y resterai 2 ans. Lors de ma seconde année, je suis le deuxième meilleur marqueur du championnat avec 17 points de moyenne. En 2004, à 26 ans, j'enfile le maillot des Lakers, mais l'histoire ne dure que 4 petits matchs. Je fais donc ma valise et pars sur le vieux continent, direction la Liga ACB et Grande Canaria, pour 15 matchs. Ma présence n'est pas indispensable, si bien que je pars en cours de saison pour rejoindre l'Hexagone. Je n'y joue que 9 matchs, mais je froisse littéralement le championnat de Pro A. 24 Pro A points Ouais, il a dit pro, dans l'Hexagone, il a dit. Hein. de Pro A, ouais. Ouais. 24 points, 8 rebonds, 5 passes de moyenne, avec des évaluations hallucinantes comme un plus 44 contre l'Asvel. Je vous dis pas où il jouait. Ok. Avec ce coup Mike d'éclat... James. Non, c'est pas Mike James, non, Rose c'est. Bowen. Non. Avec ce coup d'éclat, je retente ma chance aux États-Unis Je vois et je suis Nancy. de nouveau drafté en J-League, mais cette fois en 3e Je position. joue à Toronto, là. Je suis encore le meilleur marqueur et attire l'attention des Knicks, qui m'engagent pour les 8 derniers matchs laborieux de la saison 2006. C'est récent, ça. 2010? 2006. 2006? En Et je suis le dernier joueur invité au training camp des Portland Trail Blazers pour la saison 2006-2007. Laurence Vanderburg. Toujours pas. J'impressionne le coaching staff pour mes qualités défensives et je me fais une vraie place dans l'effectif. Il faut dire que j'ai gagné en expérience J'ai- puisque je rentre tout juste des championnats du monde FIBA 2006. J'ai le droit à un appel. oui, vas-y, vas-y. L'appel à un ami ou... Non, Un peu plus tard, hein, je galérais vraiment. Polo en régie va péter les plombs sinon. Puis je rentre tout juste des championnats du monde FIBA 2006 pour le compte d'une équipe africaine dans laquelle j'ai été le meilleur marqueur.
C'est qui ça? En effet, j'ai la double nationalité par mon père. Ainsi, après avoir joué que 12 matchs NBA en 3 ans, je suis directement propulsé dans le 5 départ des Blazers. J'y joue en moyenne 28 minutes pour 8 points, 4 rebonds, Attends, mais Udoka? 1 steal. Udoka, oui, il met Udoka, oui. Mais Udoka, et Udoka, c'est à Vichy qui passe. Il passe à Vichy. C'est à Vichy Il qui passe passe. exactement à Vichy. Bien sûr, Nigérian et tout, bravo. Et les Knicks, Udoka. Portland, Ouais, les moi, je Spurs, dis- les Kings. Il faut savoir un truc. Hein. Ah. Moi, j'ai commencé le basket en 2004. Bah voilà, Udoka. Donc Udoka, avant, je connais en Udoka. 2003, Udoka. Mais regarde, Non, moi, mais je Udoka, vais au il arrive Spurs. à Portland en 2006. On le Ah connaît oui, ici. Udoka. Je regardais pas France, du tout le basket. tout. C'est- Il met Udoka qui est donc maintenant assistant. Et Medo, Et Udoka, exactement, qui a été assistant mon chez les problème. Spurs et qui est à Brooklyn. à Vichy, c'est vrai qu'à Vichy, il fait des cartons Ouais, il est terribles. incroyable. Bravo. Oh putain. Ouais, Et après, les Spurs, bravo. je suis Il est content. beau. Je pensais pas que tu l'aurais, tu vois, Très quand bon il est Spurs. parti en Très bon Europe comme qui suit. Je ça. pense que Steph l'aurait eu très tôt. Ouais. Je pense que ouais, Steph l'aurait eu très tôt. Même sans Vichy, Ouais, en tout cas, c'est sur- qualité dans la défensive, proie, là. 24 bah, il nous points par dira, match. il nous dira, il Il va nous le dira. regarder. Bah, il va regarder, absolument. Ok, merci en tout cas, Tom. Merci, les Merci amis. Kevin, toujours un plaisir. Ouais. Merci. plaisir de Tom. faire. Samedi, hein, voilà. Ça y est, on se retrouve Oh la samedi 22h30, enfin un peu avant sur le stream si vous voulez parler foot avec Alex Ruiz ou parler Omnisport avec nous. Mais pour la NBA, c'est 22h30, minuit et demi. Vous pouvez nous appeler via Discord, vous connaissez, on a déjà fait. On va se régaler. 2 heures. Allez, on peut peut-être mordre un petit peu plus. 2h30 de NBA pour discuter avec vous. Et je veux qu'on se pose la question, est-ce que Portland doit se séparer de CJ McCollum? Pour faire écho à ton édito. Tu nous appelleras pour nous dire? Tu penses? Ah, moi je pense qu'il est temps de. Il est temps. Je vais même aller plus loin, je pense que même Boston doit faire un choix avec Marcus Smart. Tout le monde l'aime bien, mais à un moment donné, ils doivent. Boston et Marc. Ça passe en je débat. pense que Pourquoi ça pas? serait- Allez, salut les gars. Salut, ciao. On va les mettre ensemble, on va discuter de ça. Allez, à samedi l'équipe, ciao ciao.